Bonjour, bonjour, bienvenue à vous tous. C'est le deuxième meet-up des Changemakers. Voilà, avec freelance.com, le plus grand réseau en France de freelance et de start-up. On a eu envie d'accueillir ces hommes et ces femmes qui œuvrent, qui innovent, qui font tout pour changer les choses. On les appelle les Changemakers. Bienvenue à vous tous dans ce meet-up des Changemakers. Allez-y, on va y aller pour le peut-être jingle. Pour vous qui nous retrouvez, qui êtes en direct sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook, cette émission, elle est interactive. On compte donc sur vous pour poser des questions dans les commentaires. Vous le verrez, on aura l'occasion de rebondir et de prendre vos questions avec nos 4 invités. Le thème de ce deuxième meet-up, une question très simple, très simple. Plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi ? Vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech en fait. Je me tourne un peu vers nos invités. Il y a finalement très peu de femmes. Au début, il y en avait beaucoup. Et plus le temps passe, aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a que 15% qui ont choisi de travailler effectivement dans la tech, de s'engager dans des études informatiques. De manière plus globale, si on regarde nos grandes écoles d'ingénieurs, on se rend compte de quoi ? Que les femmes représentent seulement 20% des élèves de Polytechnique, de Centrale, des mines. Bizarre, il s'est passé quelque chose. À mon avis, il s'est passé quelque chose. On va en parler avec vous tous, avec nos invités, pour aller plus loin, pour bien comprendre les enjeux autour de ce thème formidable. Faut-il plus de femmes dans la tech ? On a 4 changemakers qui sont à mes côtés. La première, c'est Caroline Ramade. C'est la fondatrice de 50 in Tech. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Alors toi, dans ton passé, tu as fait plein de choses. Oui, là-bas, Paris Première. Tu es militante à fond pour qu'il y ait cet équilibre. C'est 50% de femmes dans la tech. On va revenir là-dessus. Beau challenge et beau défi. La deuxième invitée, vous la connaissez tous. C'est Marie-Christine Levé. Elle est fondatrice d'EduCapital. Voilà, c'est un fonds européen. C'est le premier fonds européen dédié à la EdTech, l'Education Tech. Elle a aussi un parcours dans le monde de l'Internet vraiment impressionnant. Elle a été fondatrice de Lycos, Club Internet. Elle a fait des choses avec Marc Simoncini et le fonds Jaina. Et puis, la tech et les femmes, tu connais ça comme ta poche. Donc tout va bien, on va pouvoir en parler. Troisième invité, un garçon merveilleux, formidable. Il s'appelle Axel Daucher. Alors, il a fait plein de choses dans sa vie. Deezer, Vivatech. Et aujourd'hui, il est fondateur d'une plateforme. Ça s'appelle make.org, c'est ça, ou .org, je ne sais pas comment on le dit, tu nous diras. Comme je veux, c'est la fête. C'est une plateforme citoyenne, voilà, qui est de participation citoyenne et de mobilisation au service de la société. C'est pas mal, ça aussi, ce système. On verra sur ce que cette plateforme, ce que ça peut donner. Et puis ici, les gens qui sont sur ta plateforme sont assez militants sur ce sujet d'équilibrer, d'avoir plus de femmes dans la tech. Last but not least, notre invité, c'est monsieur Guy Mamoumani. Bonjour Guy. Bonjour. C'est le coprésident du groupe Open. Il est aussi cofondateur d'un très beau mouvement qui s'appelle Jamais sans elle. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est la preuve. C'est la parité aussi dans les événements et dans les échanges, et tu pourras nous donner un tout petit peu comment on s'y prend, parce que ça fait fort longtemps que tu mets tout en œuvre pour intégrer plus de femmes dans les métiers et dans le game du numérique. J'essaye. Tu essayes, mais il y a du progrès, on voit que ça progresse quand même. Pour démarrer du bon pied, je vais challenger un peu nos changemakers et je vais vous demander aux unes et aux autres, voilà, votre tweet, votre punchline. Si je vous dis plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi ? Une punchline pour le faire. Première question, c'est pour Caroline. Eh bien, ça changerait tout. 3 mots. Ça changerait tout. Ouais, voilà. D'accord. Donc ça, c'est de la punchline. Tu mets la barre hyper haut pour les autres. Je pense que c'est assez compliqué. Marie-Christine, à ton tour pour la punchline. 85% des métiers de 2050 seront digitaux. Aux femmes de les prendre. 85% des métiers en 2050 seront digitaux. Aux femmes de les prendre. Clair, c'est beau, ça c'est une bonne punchline. Ça met la pression. ça met la pression. Guy, c'est à ton tour. C'est quoi ta punchline ? Le numérique est en train de créer un nouveau monde. On ne peut pas le faire qu'avec 50% de la population. C'est bien, on ne peut pas le faire qu'avec 50% de la population. Axel ? Ça changerait la vie des femmes. Ah, c'est beau ça, c'est bien. Ça changerait et des hommes aussi, j'espère. Oui, mais ça changerait la vie des femmes. Ça changerait la vie des femmes. Ben, on a 4 punchlines, c'est magnifique. Si vous voulez y aller, vous pouvez mettre aussi vos commentaires. On vous voit tous dans les commentaires et n'hésitez pas, vous pouvez les indiquer, commencer à poser vos questions.
Après, la séance de punchline est important et merci à vous, à tous les quatre, d'avoir été très synthétiques. Il y a des belles choses. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on commence à cerner les grands enjeux qu'il y a autour de cette thématique. Plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi? Et on va commencer, et il me regarde et je le vois, on va commencer par Guy. Guy, il n'y a pas assez de femmes dans la tech. C'est un problème pour la tech, en fait. C'est un problème pour les femmes. C'est un problème pour la société en général. C'est quoi les enjeux, en fait? En 2 mots, puisque j'ai commencé par cette punchline, tu as compris que, en fait, je pense que tout le monde est concerné, et qu'il est absolument impératif que les femmes s'engagent dans la création de ce nouveau monde. Tu as dit tout à l'heure 15%, tu es presque généreux, puisqu'on voit que, en fait, dans les écoles d'ingénieurs en informatique, dans lesquelles je suis très impliqué, c'est plutôt entre 5 et 10%. Et par conséquent, par exemple, sur l'intelligence artificielle, comment peut-on imaginer qu'il n'y ait que 10% de femmes qui travaillent dessus? L'intelligence artificielle va être l'outil de la création de ce nouveau monde. Si les femmes ne s'y impliquent pas, nous allons y retrouver tous les défauts de l'ancien monde. Ok, donc ça, on comprend l'enjeu majeur là-dessus pour éviter les biais finalement. C'est un peu les biais d'algo normalement. Marie-Christine, de ton côté, qu'est-ce qui est en jeu? Ça changerait tout, ça changerait la tech. Pour la même raison. 50% des femmes sont utilisatrices des produits technologiques, donc il faut qu'elles puissent aussi les concevoir. Ça changerait la société, je pense qu'on ferait des produits qui s'adressent à tout le monde, et ça changerait aussi la vie des femmes. Je suis assez d'accord avec Axel, puisque la tech offre énormément d'opportunités de carrière pour des femmes, et c'est dommage qu'elles se privent de tout ce champ d'opportunités. Ok, donc une opportunité pour toutes les femmes. On sent bien qu'il y a aussi des sujets de diversité qui sont derrière. Même question pour Caroline Ramad. Caroline, les enjeux? Alors moi, je dirais pas que les femmes se privent de ces opportunités. Je pense que la tech, aujourd'hui, les prive d'opportunités. C'est-à-dire qu'elle est tellement non inclusive, elle est tellement, aujourd'hui, avec des problématiques de discrimination et de toxicité, c'est qu'en fait, le grand enjeu aujourd'hui, pour moi, c'est déjà que celles qui ont fait ce pas d'aller dans la tech, elles restent. Une femme sur 2 quitte la tech après 8 ans d'expérience, après 35 ans. Déjà, il faut retenir ce pipe de personnes qui ont fait un pas majeur, puisqu'on a dit elles sont essentielles. Efficacité des produits, performance, plus d'innovation, meilleure décision, société plus juste, on a tout dit. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que quand elles font ce choix, elles vont dans des écoles qui les traitent pas très bien. On a vu le scandale de Centrale Supélec la semaine dernière. Elles vont dans des boîtes qui les traitent pas très bien, et ensuite, on les perd. Eh bien non. Déjà, elles font des écoles, elles font 100% qui vont dans des boîtes tech, ils font de la tech. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut cesser le système de censure sociale qu'a très bien décrit Isabelle Collet, qui est une chercheuse à Genève, et pour arrêter ce phénomène d'autocensure qui dit moi, je suis data scientist, je suis mieux en marketing que head of data. Ça cesse. Et ça, c'est une urgence. Donc, l'inclusion des entreprises, travailler sur ce sujet, de rendre cette tech saine et égalitaire, c'est l'enjeu aujourd'hui de tous les fondateurs, de tous les gouvernements. Et ensuite, les femmes arriveront, puisqu'elles étaient majoritaires, non pas majoritaires, elles étaient à 40% des écoles de la programmation avant les années 70, donc avant l'apparition de l'ordinateur B2C. Oui. Donc, c'est pas qu'elles ne veulent pas de la tech, c'est la tech qui ne veut pas d'elles. Et ça dépend des pays, puisque Maghreb, elles sont majoritaires, Malaisie, elles sont majoritaires. Tout ça pour des questions aujourd'hui culturelles. Donc voilà. Donc si on veut l'égalité, il faut que les boîtes, aujourd'hui, prennent leurs responsabilités. Il faut que les écoles prennent leurs responsabilités. Et ensuite, on verra qu'en cascade, quand on aura des rôles modèles à échelle humaine, qu'il y aura des mères ingénieurs, il y aura des jeunes filles ingénieurs. Ok, donc c'est à chacun d'entre nous de prendre la main et de se dire, allez, on va se battre pour ça. Je voudrais poser maintenant la question à Axel Daucher. Axel, ce manque de parité dans la tech, quels sont les grands enjeux? Comment vous voyez ça, vous, chez Make.org? Bon, on rappelle, c'est une plateforme qui donne du pouvoir, finalement, aux citoyens pour faire entendre leur voix, aux citoyens et aux citoyennes. Je vais ne pas oublier tout le monde, pas la moitié, pas 50% du monde. Alors que le secteur de la tech est très, très masculin. Vous voyez ça comment chez Make.org? Alors, en fait, moi, j'ai plein de choses à dire sur pourquoi c'est déterminant pour la tech et de façon générale pour les entreprises. Mais j'ai vraiment envie de commencer par la partie de pourquoi c'est déterminant pour les femmes, puisque c'est la punchline que j'ai utilisée tout à l'heure. Tout à fait. Nous, on a, dans le cas de Make.org, on a fait une grande cause contre les violences faites aux femmes, et là, on en fait une seconde contre toutes les inégalités subies par les femmes. Quand on regarde de façon largement les inégalités subies par les femmes, c'est au mois de novembre, on va poser à 10 millions de personnes la question... Comment lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes? De quoi on parle? On parle évidemment des violences.
On parle de plein de choses. Il y a deux éléments que j'aimerais sortir. Le premier dont on parle, c'est dans l'inégalité professionnelle, l'inégalité pas celle forcément du salaire, mais celle de l'accès au poste. Aujourd'hui, on a vu dans le Covid, les femmes, sur les personnels qui étaient au front, hein, les soignants, les caissières, etc., majoritairement des femmes. Donc je pense que cette inégalité-là, c'est un sujet fondamental de société sur lequel on doit aller. La deuxième, c'est les inégalités domestiques. Alors là, c'est pas la tech qui va régler les inégalités domestiques, mais il est vrai que les métiers de la tech ont cette faculté, en plus, d'apporter une mise en cohérence beaucoup plus facile de la vie privée et de la vie professionnelle. Ils sont faits pour les femmes. Donc c'est vraiment ce qui ressort, moi je vois, et c'est un sujet où il y a énormément d'engagement, mais s'il y a la première raison à régler, c'est pour le bénéfice des femmes. Après, quand on voit ce qui se passe dans les entreprises, c'est déterminant. Alors c'est déterminant, je dirais, tout d'abord pour un enjeu assez large de diversité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire de l'innovation, on n'arrive à rien faire s'il n'y a pas une diversité. Mais là, ça, c'est pas uniquement les femmes, c'est la diversité au sens large. Elle peut être culturelle, elle peut être ethnique, elle peut être linguistique, et il n'y a aucun doute sur le fait que la diversité crée quelque chose, et ça commence par ça. Mais moi, je voudrais rajouter une dernière chose, c'est dans l'aventure collective. Parce qu'une entreprise, c'est une aventure collective. Et cette diversité, au-delà même de la performance, au-delà de l'intelligence artificielle qui est absolument fondamentale, au-delà de points particuliers où justement les femmes ont quelque chose à apporter sur le produit, sur l'expérience, éviter les erreurs monumentales qu'on a tous en tête sur la conception des toilettes pour femmes, ça me rend dingue. C'est vraiment, je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens dans la rue pour ce truc-là. Tu envoies sur ta plateforme des gens qui disent « Hey les gars, il faut changer le truc ». Non, je pense que c'est une obsession perso. Je trouve ça vraiment très très injuste. C'est une injustice flagrante. En plus, elle est facile à résoudre. Alors, je mets celle-là de côté. Mais au-delà de ça, la diversité, ça change l'aventure collective. Je pense que, en fait, les mecs, il y a un problème avec les mecs, c'est qu'il faut leur apprendre à avoir de l'empathie, il faut leur apprendre à mettre leur ego de côté, etc. Mais après, avec les femmes, c'est qu'il faut leur apprendre à avoir confiance en elles. Voilà. Et puis, on peut prendre tous les trucs et on a tous des bouts de chemin à faire. Mais c'est ça qui est fabuleux. Et donc, nous, on est vraiment... C'est pas un choix qu'on a fait, hein, mais il se trouve qu'on est 50-50 partout, 50-50 COMEX, 50-50 fondateurs. Oui, nous, on est juste nickel. Alors, quand on regarde la partie tech, c'est moins clair. Mais je veux dire, la vie en entreprise, c'est une petite vraie vie. C'est plein de choses et elle est riche à partir du moment où il y a des interactions, où il y a des points de vue qui sont différents. Et ça, c'est aussi pour ça qu'il faut se battre. Mais après se battre pour les inégalités. On va revenir là-dessus. Merci à tous les quatre pour avoir fait une synthèse sur ces grands enjeux, hein, sur ce manque cruel de parité et puis les enjeux qu'il y a derrière qui sont importants. On va attaquer maintenant une toute nouvelle séquence, hein, une séquence pour parler des bonnes pratiques, des cas d'usage, avec des exemples, du concret, parce que c'est important d'être très concret dans ce qui se passe et de ce que vous avez pu voir qui permet d'amener, on a eu quelques pistes là, d'amener plus de femmes à choisir ces métiers de la tech. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez juste à l'instant, vous êtes sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook, voilà, c'est interactif, on est en direct, donc vous pouvez poser vos questions à nos 4 changemakers. C'est le meet-up des changemakers. Autour de moi, 4 invités très connus dans la tech. Marie-Christine Levé, la fondatrice d'Edu Capital, mais aussi l'ancienne de l'ICOS et de Club Internet. Je fais une fixette là-dessus, mais ça m'a tellement fait du bien quand j'étais plus jeune. C'était magnifique. Merci. Guy Mamoumani, le président, coprésident du groupe Open, Caroline, qui est à mes côtés, Caroline Ramad, fondatrice de 15 Tech, et puis Axel Daucher, le fondateur de Make.org. Après avoir échangé tous ensemble sur les enjeux autour de faut-il plus de femmes dans la tech et plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi? On va rentrer dans le détail, on va rentrer avec quelques cas d'exemple. Voilà, vous pouvez nous dire vous aussi dans les commentaires si vous avez repéré des bonnes pratiques, des bons cas d'usage. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur vos plateformes préférées de vos réseaux
réseaux sociaux, c'est important. On va commencer par Caroline Ramad. Caroline, est-ce que tu peux nous partager un exemple que tu trouves significatif et inspirant pour les grandes entreprises, pour leurs dirigeants, leurs managers et leurs collaborateurs, et que ça permet d'amener plus de femmes dans la tech? Un exemple qui Alors, moi, je vois massivement arriver sur notre plateforme des femmes en reconversion professionnelle. Partout, France, Allemagne, Angleterre, c'est massif. Et le dernier commentaire, moi, qui m'avait vraiment marqué, c'est une Allemande qui vient de faire une école, un bootcamp sur la data science, et qui a dit: j'ai sacrifié, du coup, ma carrière pour les enfants, parce qu'en Allemagne, vous savez, vous êtes obligé de faire un choix un peu crucial. Je viens de faire un bootcamp, je veux rentrer dans la data science, aidez-moi. Voilà. Donc moi, je dis aux entreprises et aux scale-up, globalement, qui lèvent des millions, on a une opportunité majeure. C'est 50% de notre flux. J'ai des femmes qui ont fait marketing Dior Couture qui se reforment en front-end. J'ai des femmes qui n'ont pas le bag, qui se reforment en back-end. J'ai des femmes qui vont en data science. C'est colossal. Donc, elles ont compris. 30 ans, 35 ans, elles savent que la tech, elles n'ont peut-être pas eu l'occasion de le comprendre plus tôt dans leur éducation, mais les messages sont passés. Je trouve juste les entreprises pas à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, à part les grands groupes CAC 40 ou FTC 100 vont pouvoir éventuellement mettre en place des programmes d'éducation comme Orange Campus. Les clients qu'on a actuellement font ça, mais ce n'est pas assez. Il faut que on garantisse à ces femmes qui font ce choix de faire des Adatech School, des bootcamps de wagons, un job garanti, parce que c'est un risque pour elles d'avoir fait cette reconversion. Et aujourd'hui, c'est pénible pour elles de trouver un emploi. C'est pénible parce qu'elles coûtent à l'entreprise. Elles vont coûter en moyenne 3 ans de formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme incitation? On en parlait avec Elisabeth Moreno la dernière fois. J'espère qu'on pourra continuer cette conversation parce que je vois une opportunité majeure. Voilà, bien au-delà encore des jeunes filles qui vont arriver dans l'éducation. Ces femmes, elles sont là. Elles me demandent tous les jours un job. Je n'ai pas un quart des entreprises qui sont capables de les accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent, moi, c'est quand c'est en interne la reconversion, je sais que c'est un talent RH, donc j'accepte de la prendre mais je ne vais pas prendre le risque à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ces femmes qu'on a appelées vers la tech, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas les grandes écoles de numérique partout. Je veux dire, moi, elles viennent des décodeuses, elles viennent des bootcamps en Espagne, enfin partout. Qu'est-ce que j'en fais? Je n'ai que, je dirais, 1/10 des entreprises qui peuvent les accéder. Donc là, on va faire... Réponse. Voilà, vas-y alors. Alors, vas-y Guy, qu'est-ce que tu préconises? Écoute, d'abord, je partage tout à fait ce que tu as dit. C'est un vrai gâchis de ne pas s'occuper des reconversions. Et je l'avais initié au moment où j'étais président de Syntec Numérique, mais maintenant ça se développe énormément. C'est le POEC, Plan opérationnel de retour à l'emploi, donc individuel ou collectif. Donc il s'agit aux candidates dont tu parles de s'adresser à leur pôle emploi en leur disant: j'ai envie d'aller dans le numérique. L'organisme, c'est l'OPCO maintenant, je crois, ou l'OPCA, je ne sais plus, qui va financer ça. C'est l'organisme de formation du numérique qui va financer cette formation. Et surtout, pour te rejoindre, des entreprises vont dire: moi, si vous formez ces 20 personnes-là, eh bien, je m'engage à les recruter. Et pour te montrer que c'est tout à fait pratique, Open vient de lancer 3 PEC, dans lequel il y a 20 personnes à chaque fois qui vont nous rejoindre à la fin de cette formation. Et donc, j'invite évidemment surtout les femmes à aller s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces formations. C'est pratique, financé, avec engagement de recrutement. Donc, c'est vraiment, je crois, l'objet même de notre débat de ce jour. Voilà une indication à faire. Et c'est valable dans toutes les régions de France. Et très concret, il y a près de plusieurs milliers de personnes qui sont formées chaque année et qui viennent de tous les horizons. C'est pas les informaticiens d'ailleurs, justement. Là, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que tu as dit. Ouais, bien sûr. Donc c'est intéressant. Ça marchera pas pour toute l'Europe, mais c'est intéressant pour la France. Et après, moi, je vois toutes celles qui ont déjà commencé, qui n'ont pas bien été aiguillées, et je vois que c'est pénible pour elles aujourd'hui. Et donc, je veux résoudre cette problématique et continuer on va les matcher avec des mentors et tout ça. Ouais. Ok. Tiens, je me tourne maintenant vers Marie-Christine. Marie-Christine, en tant que fondatrice d'EduCapital, tu es board member dans plusieurs sociétés, de la tech, des télécoms. Tu as finalement un poste d'observation où tu dois avoir pas mal de cas de bonnes pratiques là-dessus. Alors moi, je pense que le point fondamental, c'est qu'il n'y a pas assez de... Alors effectivement, il faut celles qui sont dans la tech, les aider à évoluer et tout, mais le point fondamental, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui vont dans la tech, de femmes qui créent des entreprises dans la tech. Donc nous, aujourd'hui, dans le deal flow, donc c'est tous les projets qu'on reçoit, on reçoit moins de 15% de projets portés par des femmes ou par des équipes avec des femmes cofondatrices. Et on a réussi à investir quand même dans 35% de projets portés par des femmes ou cofondés par des femmes, contre 10% la moyenne des fonds d'investissement. Peut-être parce qu'on est 2 femmes
à la tête d'un fonds d'investissement. C'est bien. Ce qui est très rare. Et donc, on a sûrement moins de biais dans la posture, quand les gens viennent nous présenter. On cherche aussi des gens aussi pragmatiques, ce que peuvent apporter les femmes. Mais le gros sujet, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Et donc, le gros sujet, je pense, c'est de créer des rôles modèles. C'est vraiment à l'école que ça se passe, dès le plus jeune âge. Et donc, il y a une étude très intéressante qui a été faite, qui montrer que les jeunes filles qui avaient regardé X-Files avec Dana Scully allaient plus dans les filières scientifiques parce qu'elles avaient une héroïne masculine. Il faut déconstruire l'image du geek boutonneux qui mange la pizza. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. C'est pas ça aujourd'hui le numérique. Donc il faut du rôle modèle. Il faut apprendre le code dès le plus jeune âge. Il faut que les parents aussi déconstruisent leurs stéréotypes. Nous, on a investi dans une société qui s'appelle Magic Makers qui propose des cours de code pour les enfants. Ils font un travail formidable, mais les parents, il y a 28% seulement de filles dans les cours Magic Maker qui s'adressent dès 6 ans, 7 ans. Donc les parents viennent eux-mêmes avec des stéréotypes. Avec des premiers stéréotypes. Pour les on dit même que c'est même encore plus petit dans les jeux que l'on va offrir aux enfants. Mais je pense que moi, l'école me paraît être le vecteur le plus important pour changer une société. Et c'est donc dès l'école qu'il va falloir apprendre à coder, mais peut-être pas à coder de manière rébarbative du Python, mais à coder, à travailler en groupe, à travailler sur des avoir projets, ces logiques et ce mindset. Et c'est avec du rôle modèle, en montrant que le code, on n'apprend pas à coder pour savoir coder, les machines le feront pour nous, mais on apprend à coder pour mieux comprendre l'environnement numérique. Donc dès l'école, c'est un long process, c'est la société entière qui doit s'emparer de ce sujet pour faire en sorte que les femmes aillent dans ce sujet, parce qu'il y a aussi après un gros sujet de prise de confiance des femmes, puisqu'on a l'impression que dès que finalement un sujet se rapproche du pouvoir, les femmes s'en retirent. Oui, parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses au débarrage dans la tech. Moi, quand j'ai commencé dans la tech en 97, il n'y avait pas du tout de sujet, une femme ou pas, dans la tech. Les gens y allaient pour l'aventure, pour, je sais pas si c'est la même impression, parce que c'était des super projets et on avait envie de l'aventure. Et maintenant, les filles, finalement, se mettent elles-mêmes des contraintes. Donc, il y a un énorme sujet de société. Donc, sujet sur l'éducation, ça va prendre le temps d'une génération quand même, cette histoire-là. On peut aller vite, on peut aller vite. Il y a une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, où il y a des entrepreneurs qui viennent témoigner dans les écoles. On peut aller vite. Dès le plus jeune âge, on fait manipuler, travailler les élèves sur des sujets de code. On peut aller vite, mais c'est un enjeu politique. Je pense que l'éducation devrait être l'une des premiers sujets de campagne de nos prochaines élections, et c'est un enjeu de changement de société, c'est un enjeu politique. Au cœur. Je me tourne maintenant vers Axel. Axel, chez Publicis, chez Deezer, dans tout ton parcours, tu as eu l'occasion de recruter en tant que manager de nombreuses femmes. Est-ce que tu as un exemple qui te vient sur ce sujet en disant voilà, c'est ça la bonne façon de les attirer et peut-être de les garder, comme le disait Caroline, quelque chose qui te vient au cœur. On fait quoi ? En fait, il y a deux choses. Quand on recrute, plus la boîte est petite, plus quand on recrute, c'est difficile. Et on est quand même tendu par le fait de trouver la personne avec qui ça va marcher. Donc c'est la vraie tension de dire on essaye d'avoir des gens divers, d'avoir des hommes, des femmes, mais aussi des gens qui ont fait le job. Dans une grosse boîte, on peut avoir des filières, on peut créer du temps long. Dans une petite boîte, c'est très dur. Moi, je pense que ce qui a été déterminant, là, je vois chez Make.org, c'est ma cofondatrice. Parce que donc Alicia Combaz, avec qui vraiment on a monté la boîte à deux, pas parce que elle portait l'envie de recruter des femmes et moi je voulais recruter des hommes et que c'est équilibré, mais parce que ça envoie plein de signaux en interne dans le comportement des gars. Finalement, ça enlève plein de choses, le fait que tout en haut, il y a une femme. Ça envoie plein de signaux dans les entretiens d'embauche, etc. Et ça rend, ça enlève tous les biais que même un gars qui a envie de dire je veux, il y a des biais. On est tous faits, on est tous humains et on a tous des biais. Donc il faut mettre un contre-biais. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais revenir sur l'histoire parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire partout et on est un petit peu effrayé parce qu'on se dit est-ce qu'on est à l'échelle du sujet ?
Parce que l'éducation, il y a tellement d'enjeux sur l'éducation. Est-ce que c'est cet enjeu-là par rapport à un autre? Donc on est un peu perdu sur un moment vu l'ampleur du problème, parce que le problème, il est absolument gigantesque. Mais en revanche, donc moi l'école, je dis oui, mais là ça me paraît du temps long. Et puis il se trouve que dans tu m'y fais penser sur la grande cause des violences faites aux femmes dont je parlais tout à l'heure. En fait, une des actions qu'on a menées, on a produit un dessin animé, une série de dessins animés sur les 4-6 ans, qui s'appelle Chouette pas chouette, que je vous conseille. Et on a réussi à faire cette série de dessins animés, à la faire coproduire et co-diffuser par la totalité des chaînes de télé. On a eu en 6 mois, 90% de notoriété sur les 4-6 ans. C'est-à-dire un impact énorme. Et la série, c'est quoi? C'est ça déconstruit tous les stéréotypes sexistes. C'est hyper bien fait et c'est un carton d'audience. C'est-à-dire qu'en plus, tout le monde adore. Les garçons comme les filles, tout le monde s'y retrouve. Il n'y a que des petites scénettes qui sont... Et là, on prépare la seconde saison. Et je réalise qu'on pourrait très bien un des épisodes soit sur le type de métier, alors que là on a traité tu tapes dans la main. La puissance est... Caroline, on y va. Il y a des diffuseurs et des auteurs, donc faut que je vois. Non mais t'as un challenge. Non mais je pense que je tape dans la main sur l'histoire des métiers. Ok. Voilà, parce que là, on prend date. Et là c'est massif, hein, parce que tous les profs de primaire et 90% des enfants c'est massif. Mais je pense qu'il y a aussi, il faut aussi expliquer ce que c'est la tech, parce qu'on a l'impression que dans la tech, on ne fait que du développement et du code. Mais c'est pas du tout ça la tech. On a besoin de marketeurs, on a besoin de designers, on a besoin de vendeurs. Voilà, il faut vraiment décrire ce sciences sociales de la tech. Moi, je suis pas du tout ingénieur. J'ai eu toute une carrière dans la tech. Donc c'est vrai qu'il faut arrêter, vraiment déconstruire ce stéréotype de la tech. Et même ne plus l'appeler la tech, l'appeler le digital, le numérique. Tu l'appellerais ça comment alors? Numérique? Je sais pas. Le numérique. Ça fait peur le mot tech. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que 15% dans la nouvelle réforme du bac, il y a que 15% des filles qui prennent SNT, technologie numérique. Alors qu'Axel disait que ce sont des métiers qui sont finalement assez adaptés en fait. Moi je pense que alors c'est toujours pareil, hein, la situation elle est celle qu'on a décrite. Ouais. Mais moi je sens que ça va changer grave là. Eh ben, tu sais quoi? Ça tombe bien. Non mais je sens que ça va changer grave et avec un facteur dont on n'a pas encore parlé, c'est le télétravail. Ouais. Ce que je veux dire, aujourd'hui, on est quand même sur des métiers où il est impossible de recruter. Ouais. Donc, à un moment donné, ça va créer des appels d'air un petit peu partout. Hein. Enfin, encore plus qu'avant, parce que là, ça va être grossissant. Dans des logiques de télétravail qui sont généralement, sur lesquelles les boîtes de tech sont généralement en avance par rapport aux autres boîtes et qui permettent, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'alléger énormément l'inégalité de la charge mentale. Hein, ça ne résout pas l'inégalité de la charge mentale, mais ça permet de la rendre plus compatible, de linger ses impacts sur la vie professionnelle. Donc moi, je sens un changement... Il y a une chose qui a vraiment changé. On va en parler. Je reprends un peu la main parce que vous êtes chahuteur. Hein. Vous avez dit que vous avez le droit de chahuter l'animateur. C'est comme ça que ça se passe ici. On a vu les enjeux. On vient de voir des cas d'usage. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans une autre logique. On va se mettre un peu en perspective. On va donner un petit peu de vision et je voudrais qu'on partage ça avec vous tous. Vous qui êtes en direct sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Mettez des questions parce qu'on va vous prendre les questions. Donc allez-y, posez vos questions. Ça va arriver. On passe à une virgule vidéo. Merci la régie. Pour vous qui nous rejoignez, je suis toujours accompagné de Caroline Ramad, la fondatrice de 15 Tech, d'Axel Daucher, le fondateur de Make.org, de Guy Mamoumani, le cofondateur du groupe Open, et de Marie-Christine Levé, la fondatrice d'Edu Capital. On va maintenant se projeter à 3, 4, 5 ans, voilà, toujours sur ce sujet. Hein. Plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi? Je vais demander à nos 4 invités de se décaler. On va essayer de se retrouver un peu dans 5 ans. C'est pas facile, hein, parce que le monde change vite. La première question, ça va être pour Marie-Christine. Si on se projette dans le futur, si on arrive à la parité que souhaite Caroline dans la tech d'ici 3, 4, 5 ans, ça changerait vraiment quoi? Et tu vois ça comment? C'est quoi ta vision du sujet? Alors déjà, je pense qu'il va y avoir des gros bouleversements dans le monde du travail. On en parle toujours, mais il y a vraiment des pans entiers de métiers qui vont être supprimés, des nouveaux métiers qui vont être créés. Je ne sais pas si cette statistique est vraie, mais je la trouvais belle. 85% des métiers en 2050 n'ont pas encore été inventés, seront dans le digital. Donc voilà, donc il y a vraiment un bouleversement du monde du travail. Et il faut que ce bouleversement ne soit pas fait qu'avec
seulement 50% de la population. C'est juste pas possible. Quoi. Donc voilà, donc je pense qu'il faut des sociétés mixtes. Moi, je crois beaucoup à la mixité. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui, on est 2 partenaires féminines, mais on recrute des garçons. Et d'ailleurs, ils viennent parce que tout le monde veut recruter des filles. Mais parce que je crois à la mixité, c'est vraiment la mixité qui apporte voilà, le progrès. Et donc, je pense qu'il faut des équipes mixtes avec des filles qui ne soient pas cantonnées au marketing et à la communication et aux ressources humaines. Les filles peuvent aussi aller dans des équipes techniques de développement, de design produit. Le design produit, c'est quelque chose qui est très fondamental. Toutes les sociétés dans la tech qui ont réussi, c'est des sociétés qui ont réussi sur leur design produit. C'est fondamental. Et le design produit, c'est de l'ergonomie. C'est souvent utiliser des produits utilisés par des femmes. Et donc, il faut que ce soit des femmes qui les conçoivent aussi. Voilà. Donc, il faut déconstruire les choses. Il faut avoir des femmes dans le design produit, des hommes au RH. Pourquoi les hommes ne seraient pas au RH? Voilà, il faut avoir une société beaucoup plus mixte dans lesquelles les femmes ont leur juste valeur. Ok, donc la parité à fond un peu partout dans l'entreprise. Axel, même question pour toi. Plus de femmes dans la tech d'ici 3, 4, 5 ans, ça changerait quoi pour de vrai? Alors, ça changerait la performance des entreprises, mais ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Non, j'y réfléchissais plutôt par rapport à est-ce que les produits seraient différents? Voilà, parce que dans ces cas-là, on a toujours en tête des erreurs énormes, genre le coup de l'airbag qui a été fait pour les mecs. Ouais. Donc oui, mais on va les éviter. Un bon marketeur homme aurait dû éviter ce truc-là. Donc j'espère que indépendamment de tout, on va éviter des trucs aussi grossiers que les toilettes et ça. Ouais. Mais enfin, je pense que ça peut avoir des changements beaucoup plus profonds. Sur la manière de piloter les équipes de tech. Vous savez, le grand débat entre les équipes agiles, les développements en V. Un des sujets, c'est la communication des équipes de tech avec le reste du monde. C'est ce qu'on essaye. On rêverait d'avoir des développeurs qui, en plus, sont capables d'en parler, d'échanger, de prendre les contraintes externes et de se les approprier. Enfin, c'est ce que je ressens. J'espère que mes équipes ne vous voudront pas parce que c'est pas d'elles dont je parle. C'est sûr. Mais je pense que ça a un changement de nature et d'efficacité qui est très très important. On rêverait aussi d'avoir des équipes qui puissent bouger entre services, c'est-à-dire des gens de la tech qui vont ailleurs, qui tournent, etc. Et je pense qu'une femme qui a fait le chemin vers la tech est aussi plus apte potentiellement à aller dans d'autres services de l'entreprise et du coup d'avoir une appropriation de la tech, non pas comme étant celui de ceux qui s'en occupent, mais de façon plus globale dans l'entreprise. Donc je pense que ça change assez radicalement la nature des entreprises. Ouais, on voit bien ça, tu nous donnes des perspectives sur une très grande transformation. Ouais. Je me tourne maintenant vers Caroline. Caroline, ton vœu est exaucé. Ouais. Dans 5 ans, on est à 50%. Ouais. Ça impose quoi comme nouvelle façon de travailler pour les entreprises? Ça change quoi dans le modèle? Ça change quoi dans le modèle? Ça change que on pense totalement différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus l'ego qui est au centre. Aujourd'hui, c'est un mode en fait qui a été créé qui ne convient même plus aux hommes. Aujourd'hui, qui ne convient pas aux hommes en fait, qui ne convient plus à la nouvelle génération, qui ne convient en fait à personne. Et quand on continue à mettre la costume comme ça, et on devrait faire pareil. Eh ben non. En fait, moi, c'est marrant. Je parlais avant-hier avec une femme qui a levé des fonds, qui a une super boîte, et elle me disait mais j'ai 30 ans, je vais vouloir avoir un enfant. Est-ce que je peux? Je dis mais putain, c'est pas possible. Donc moi, je rêve que dans 5 ans, des femmes entrepreneurs n'aient pas à se poser des questions. Si elles veulent entreprendre dans la tech, elles sont financées, parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. 2,2% d'entre elles, il y en a 15% qui sont financées. Moi, je lance mon seed round là. J'espère bien le boucler en 2 mois. Et j'en fais une affaire de personnel de le boucler vite, parce que j'ai un marché. Et je vais y arriver. Et le premier qui me pose une question préventive, je suis prête. Je suis très prête. Voilà, donc ça, dans 5 ans, c'est plus un problème pour une femme de monter son entreprise et d'embaucher des développeurs parce que ça coûte très cher. C'est pas vrai qu'on peut bootstrapper pendant 25 ans dans la tech. Un développeur, c'est 45 000 € d'entrée marché. Si on n'est pas financé, la boîte, elle meurt. Et j'ai passé mon temps à accompagner des boîtes qui sont mortes de ne pas avoir été financées. Donc ça, je veux plus le voir. Déjà. Et ensuite, de l'autre côté, parce qu'on a créé des modèles dans lesquels les entreprises sont différentes, dans lesquels on peut être chacun soi-même, sans faire des communautarismes, parce que je pense que c'est pas ça l'inclusion, mais je veux dire
Et ben là, on pourra émerger des gens qui vont pouvoir... C'est pas étonnant que dans la fonction produit, on ait 40% de femmes aujourd'hui. C'est ce que ça vient du design, ça vient du marketing et ça vient de l'engineering. C'est quelqu'un qui doit être très communicant. Ce qui fait que la numéro 4 de Facebook, Fidji Sismo, c'était une nana qui avait fait HEC et qui a appris à poser des questions. Ah, c'est quelqu'un qui est communicante parce que effectivement, les équipes tech ne communiquaient pas assez avec le marketing, etc. Et donc voilà, donc ça, au-delà du produit, partout, et des gens qui effectivement bougent et ne s'en sentent pas bloqués. Voilà. Mais ça pourra être possible, je pense, quand les fonds d'investissement seront à l'image de la société. Et du coup, on va générer des entrepreneurs, des femmes qui vont être bien tout à coup dans leur environnement de travail, qui vont pouvoir bouger aussi. Pourquoi pas de la fonction RH, comme je viens de l'entendre chez Back Market, vers la tech. Parce que ça inspire quand ça marche et que c'est hyper cool de faire des super projets. Donc ça, voilà, si on rend... Je pense qu'il faut plus de fluidité. En fait, je pense que là, les startups, elles disent toujours le culture fit. Je dis, mais arrêtez avec ça. Non, on va pas rentrer dans une boîte à chaussures. Laissez-nous prendre la place qu'on doit prendre en tant qu'être humain. Et la culture, c'est fluide. C'est pas fit. C'est pas un truc dans lequel on rentre comme ça. Non. C'est de l'espace aussi. C'est de l'espace. Voilà. Et donc ça, pour moi, ça va tout changer, effectivement. Ok, super, merci. Je me tourne maintenant vers Guy. Guy, si on se projette dans le futur, le vœu de Caroline est exaucé. Voilà. Ça change vraiment quoi pour toi ? La Covid a été le catalyseur de la révolution numérique. Nous avons vu en quelques mois ce qui va être notre futur. Et je crois qu'il faut vraiment raisonner avec un nouveau monde. Le temps, la distance, le contrat de travail, tout ça va être remis en cause et que ça commence à être remis en cause. Et par conséquent, il faut que l'on se prépare tous pour dans 5 ans, comme tu poses la question, nous soyons prêts à cette révolution. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne bien que la formation au numérique ne concerne pas que des métiers du numérique. Tu l'as très bien dit, Marie-Christine. Bientôt, tous les métiers seront concernés. Donc, il est absolument impératif que l'on forme tout le monde. Et par conséquent, nous retrouver, j'espère, 5 ans, ça me paraît un peu court, mais enfin, dans quelques années, dans un monde qui soit plus équilibré, plus juste, plus serein. Par exemple, il y a un sujet que tu as abordé et qui dit, bon, alors c'est super le numérique parce qu'on va pouvoir, enfin pour les femmes, avoir une vie professionnelle et une vie personnelle équilibrée. Mais bon sang de bonsoir, pourquoi ça ne concerne pas les hommes ? Bien sûr. Donc c'est une nouvelle société qu'on est en train de construire et je pense que les hommes doivent le comprendre en se battant pour cette féminisation. Ils se battent pour un meilleur monde, tout simplement. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, ouais. Alors, il y a un sujet aussi que je sépare bien parce que ce n'est pas le même problème, même si on englobe toujours ça dans la diversité. Il y a la mixité, qui est un problème à part entière, avec 50% des femmes. Et puis, il y a le problème des minorités et de la diversité qu'il faut traiter aussi, mais qu'il ne faut pas mélanger parce que c'est pas la même façon dont on l'adresse. C'est très important, ça, de faire, parce qu'on a tendance à vraiment à globaliser. Et puis, je pense que les choses changent, en effet. Parce que j'ai vu, alors là, d'ailleurs, j'en ai fait la promo, tout ce que j'ai pu, une étude de Challenge qui disait que les métiers du numérique, maintenant, c'était le 5e métier rêvé des parents pour leurs enfants. Alors là, j'ai dit, ça, c'est un progrès absolument colossal, parce qu'avant... c'est quoi les 4 premiers ? Alors, comment ? C'est quoi les 4 premiers ? Alors, le premier, figurez-vous, ne veut rien dire, c'est ingénieur. D'ailleurs... pas très loin. Bon, donc on n'est pas très loin. Là, c'est les parents qui parlent, ingénieur. Oui. Le 2e, médecin. Le 3e, avocat. Le 4e, j'ai oublié. Et le 5e, c'est numérique. Et j'ai dit, déjà, formidable, parce que moi, il y a 5 ou 10 ans, je pense que ça aurait été... Et puis, un point qui est fondamental, c'est celui des rôles modèles. Il faut absolument insister là-dessus. Nous avons besoin de mettre en visibilité les femmes pour leur permettre de générer l'envie auprès des jeunes. Ce qui est d'ailleurs exactement l'objet de l'association Jamais sans elle. C'est de dire, moi, je ne viens pas à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme, parce que tout simplement, une jeune fille qui va avoir le bac, si chaque fois qu'elle voit une table ronde sur le numérique, elle voit que des hommes, elle dit, c'est pas pour moi. C'est simple, c'est basique. Et d'ailleurs, je vais revenir, je ne sais plus qui l'a dit, c'est très important. Il n'y a pas un plan stratégique à avoir pour changer les choses. Ça ne marchera pas. Ouais. Il faut faire des actions concrètes. Voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le POEC, la formation du coding à l'école, les associations comme Magic Maker, les hommes qui s'impliquent, chacun de ces actes, au total,
permettra cette révolution et ce changement. Donc tu nous dis plus de sérénité, donc ça c'est un must-have en fait, hein, mais c'est aussi quoi, une histoire de colibri, chacun doit faire sa part, c'est ça Oui, ça, à mon avis, hein, le numérique va permettre d'avoir un équilibre aussi familial. Contrairement aux idées reçues. Moi, je suis convaincu que ça va permettre d'équilibrer les choses. On n'est pas obligé, par exemple, le fameux présentéisme, hein, le 8h, 20h. Ah, tu pars à 16h, ah, tu t'es mis à mi-temps. Non, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, quand mes fils étaient en maternelle, j'étais au conseil des parents d'élèves. J'arrivais, il y avait que des femmes, hein. Et pourtant, j'étais patron d'une boîte. Donc, je pense que tout ça est possible. Et le numérique doit pouvoir aider à trouver ce rééquilibrage. Ouais. Toi, Axel, sur Make.org, tu vois ces choses-là, ces conversations-là, elles montent ça... Nous, on est vraiment centré autour de questions ouvertes que l'on pose. Oui. J'évoquais comment lutter contre les violences faites aux femmes, où on a eu 500 000 personnes qui nous ont répondu à la question qu'on a posée. 500 000 personnes. Et ce que je peux dire, c'est que le sujet est un sujet majeur et de façon très intéressante. Les 500 000 personnes, c'était avant MeToo. Et d'ailleurs, c'est pas innocent. Avant MeToo, la seule cause sur laquelle nous, on arrivait à agir, c'était les violences, parce que personne ne peut être contre les violences. Et grâce à MeToo, on peut maintenant aborder les inégalités, qui est vraiment... Le monde a quand même changé depuis 3 ans à ce titre-là. Et maintenant, les inégalités, lutter contre les inégalités subies par les femmes, il y a 3 ans, c'était pas une question consensuelle. Aujourd'hui, je dis pas que les réponses sont consensuelles, mais c'est une question consensuelle. Donc il y a eu une évolution mais gigantesque. Et c'est pour ça que je suis quand même très 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 optimiste, fondamentalement, très très optimiste parce que il y a une prise de conscience à tout niveau. Après, il y a toujours des bastions, il y a toujours le coup des on les fait craquer là. Les quotas sur les administratrices. Au départ, tout le monde est mais en même temps c'est idiot, c'est pas idiot. Ça fait craquer le machin. Donc il y a des trucs à faire craquer, mais la tendance est quand même bonne. Oui, moi aussi, je voudrais finir sur une note d'optimisme, parce qu'on a commencé le débat en disant c'est dur pour les femmes dans la tech. Ouais. Moi, je vois 500 entreprises par an de jeunes entreprises dans la tech, et je trouve que pour les femmes, et je voudrais que les femmes qui nous écoutent, elles gardent ça, donne leur envie. Formidable opportunité. C'est canon. Bien sûr. Clairement, moi, je vois des filles qui font des carrières qu'elles n'auraient jamais eues dans des grands groupes. Des carrières très vite, ça va très vite dans la tech. On peut très vite avoir des responsabilités. Moi, j'ai eu des responsabilités à 30 ans dans la tech. J'étais à la tête d'une entreprise de 500 personnes. Dans une entreprise classique, je l'aurais jamais eu. Et d'ailleurs, je suis allée dans la tech parce que j'avais ce plafond de verre dans ces entreprises classiques. Et donc, je trouve qu'il y a quand même des très belles opportunités. Donc, il faut effectivement prendre le risque d'y aller au début. Et après, c'est quand même des métiers passionnants, épanouissants, dans lesquels les femmes peuvent aussi avoir de très belles évolutions et s'épanouir. Et on a le pouvoir de réinventer les choses. C'est ça que la tech permet. Je veux dire, moi, j'étais pas tech. J'ai commencé mon métier, j'étais journaliste. Ensuite, j'étais à la mairie de Paris comme responsable des gens du numérique. Donc, mais j'ai fait plein de trucs avant. Donc, en gros, j'aurais jamais pu. Mais imaginez que changer la donne sur un point si j'avais pas utilisé la technologie. D'ailleurs, j'étais dans un lieu physique et je me suis dit, faut que j'aille utiliser la tech pour changer la donne. Donc oui, c'est formidable. On peut faire des choses incroyables. Voilà, de pouvoir interroger les gens comme ça en masse, c'est merveilleux. Des opportunités. Je vais juste rebondir rapidement sur ce que tu as dit au début sur le fait qu'il y a les formations initiales et puis il y a les reformations, les réorientations, etc. Il y a une autre tendance de fond, au-delà en plus du télétravail, de tout ce que tu as dit, qui est absolument fondamental, c'est la formation initiale devient moins critique que toutes les formations au fil de la vie. On était sur un métier, on va changer de métier 10 fois. Toute cette fluidité-là, les femmes vont pouvoir en profiter avant même que les écoles d'ingénieurs décident de se transformer elles-mêmes. Donc, c'est des raccourcis, c'est des accélérations et des raccourcis. Oui, là-dessus, nous, on ne s'estompe pas tous les jours. D'ailleurs, on a investi dans des écoles totalement en ligne qui sont idéales pour des femmes. Des écoles pour se former, Clock, qui pendant 1 an, on se forme au digital. Donc, c'est vraiment 1 an, on devient à la fin de l'année, c'est intense. Et on le fait totalement en digital, mais avec des vrais profs. Et une école de l'entrepreneuriat en ligne, Live Mentor, qui fait de la formation à l'entrepreneuriat en 3 ans. Et là aussi, pareil, il y a
il y a énormément de femmes qui y vont. Donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, il y a un bouleversement et il faudra peut-être aussi faire des choses à côté de l'école si l'école va pas assez vite. D'accord. Bon, mes amis, on a maintenant une séquence que tout le monde attend, tous ceux qui sont en direct avec nous sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook attendent. Ça va être la réponse aux questions de ceux qui sont présents avec nous. On lance d'abord un jingle. Après avoir échangé avec nos invités à propos des enjeux, de ce que ça changerait d'avoir plus de femmes dans la tech, des cas d'usage, des perspectives, c'est le moment que vous attendez tous. On passe aux questions des personnes qui sont présentes. Je vais prendre la première question, c'est la question de Jérémy. Il nous dit, c'est pas le seul problème, mais le principal, selon lui, c'est l'image de la tech encore trop masculine, avec des compétences qui sont là, mais il faut attirer les femmes dès le cycle scolaire, on en avait parlé, et changer cette image du tech masculin lambda. Comment on change cette image du tech masculin lambda? Moi, je voudrais juste, je laisserai les autres répondre aussi, mais j'ai un point auquel je tiens particulièrement, c'est déjà l'égalité salariale. Parce que c'est bien beau de parler d'attractivité, de geek, de tout ce que vous voulez. Si les salaires ne sont pas égaux, évidemment, les femmes ne devraient pas venir. Et à ce titre, moi, je suis très fier que chez Open, on ait un index d'égalité salariale de 94 pour la 3e année consécutive. C'est certainement la meilleure note de la profession. Et je pense que c'est un élément d'attractivité. Voilà, vous venez dans une entreprise où vous serez payé comme les hommes. C'est pas mal. Moi, vas-y, toi. Non, mais en montrant des rôles modèles, en montrant des femmes qui ont entrepris dans la tech, qui sont qui ne sont pas le geek à pizza. Voilà, il y en a plein. Donc c'est vrai, les mettre en avant, les montrer dans les écoles, il y a des témoignages. Maintenant, avec le digital, on peut faire plein de témoignages quand les gens se déplacent. Voilà, de donner des exemples de rôles modèles. Je pense que c'est essentiel. Caroline? Moi, je dirais que aussi le rôle modèle qui explique la potentialité derrière. Je pense que c'est très très puissant. Je sais pas, ma fille a passé son temps à dire je voudrais faire une petite application pour aider les SDF, on pourrait leur donner tous les vêtements. Je dis bon, ça existe déjà, mais bonne idée. Enfin, pas ça, mais je veux dire, c'est une bonne idée. Je veux dire. Et donc qu'est-ce qu'on permet à ces enfants quand ils ont des idées comme ça de pouvoir le faire, ne serait-ce qu'au début en no-code, en n'importe quoi, mais en fait juste de montrer la potentialité et des femmes qui viendraient raconter ce qu'elles ont pu accomplir. Grâce à ça, c'est extrêmement puissant. Et je pense qu'il faut juste re-raconter autrement. On a donc construit cette image, donc les pubs Apple, etc. C'est prouvé, toute l'histoire le montre. De comment est-ce que cette image du geek a été créée, ce qui a conduit à 15% de femmes dans la tech, en moins de 15 ans. En fait, ça a été vraiment ça. Je dirais pas le décrire comme un métier féminin, parce que ça m'énerve ce truc de dire c'est propre, alors on va le faire ses choix. Donc, pas le côté remote, je veux dire, mais donc en Tunisie, elles sont toutes à coder parce que c'est propre et on le fait chez soi parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de vie en tant que femme. Donc, c'est ce que ça veut dire. Non, mais je veux dire, donc en gros, oui, remote va être une opportunité pour les hommes et les femmes, mais c'est comment est-ce qu'on le décrit tout simplement comme une opportunité incroyable de faire des trucs super cool. Voilà, c'est ça. Et pas c'est un métier de fille ou c'est un métier de garçon, on a inventé le hardware et puis il y a le software et puis voilà. Donc ça, il faut dégenrer, j'ai envie de dire la tech, dégenrer la tech. Ça tombe très très bien parce que quand même chez les jeunes, il y a des gros mouvements, les non-binaires, le genre gender fluide, aujourd'hui c'est dans toutes les cours d'école. Donc en fait, je pense que on est très j'ai envie de dire outdated dans le sens on est has-been. Dans les écoles, ils se disent non-binaires, ils s'appellent Yale, ils sont gender fluide. Non mais ça c'est au collège, moi je suis là, j'écoute, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Et c'est la réalité, c'est ce qui arrive là. Donc en fait, on est déjà has-been. Donc voilà, donc dégenrons la tech. C'est ni un métier d'homme, ni un métier c'est un métier pour tous, et c'est un métier dans lequel on va avoir une super opportunité, à la fois entrepreneur ou en développant des trucs, et on a le pouvoir. Il y a une jeune codeuse, une jeune youtubeuse, là, Amy Ben, qui a dit savoir coder, c'est avoir le pouvoir. J'adore ça. Voilà. Comme des Zolo, génial. Axel, de ton côté, tu penses qu'il faut déconstruire comme ça? Comment on casse cette image du tech masculin? Moi, je suis assez d'accord que c'est assez construit, mais en même temps, c'est comme les tendances, on les crée pas, on surfe dessus, donc il y a une réponse entre les deux. Non, je voulais juste dire que je trouve que le geek en t-shirt est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'image qui est maintenant une dizaine d'années du type dans son garage qui tout seul geekait. C'est ça. C'est sur Facebook ou comme il s'appelle le cofondateur d'Apple, M. Wozniak, et qui ont vraiment établi ce truc-là. Moi, je vois, par exemple, dans les data,
des gens qui sont pas du tout dans cette culture-là. Ouais. Donc je pense que plutôt presque dandy parfois. Donc je pense que les blocages liés à un stéréotype par définition très masculin, sont en train de changer d'eux-mêmes. Notamment grâce à la fonction produit et data, qui je pense va mixifier les équipes massivement, et donc va finalement arriver sur engineering, où on va se dire, attends, j'arrive dans des équipes où je suis plus la seule femme, puisqu'il y a des data scientists, il y a des data engineers, il y a des product femmes, tout ça se mélange, et ça met moins de pression sur les femmes de rentrer dans des équipes à 95% masculines. Donc effectivement, c'est d'autres profils, et c'est bien. Allez, ça aère. On prend d'autres questions. Une question de Julie. Comment fait-on pour avoir les premières femmes dans la tech? Comment les attirer lorsqu'on a déjà une équipe en place masculine? Est-ce que les quotas suffisent? Qui veut répondre là-dessus? Moi, en tout cas, nous on dit sur Fifinitech, on a toutes les entreprises disent leur data de genre. Même par département, on va aller encore plus puissamment. Et qu'est-ce qu'ils font? Comment ils agissent? Et on va mesurer leur intentionnalité à bouger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se confier au marketing de la boîte. Il faut aller regarder sur LinkedIn. Moi, je scrape les boîtes. On regarde le nombre de femmes qu'il y a dedans. Est-ce que c'est la vérité, ce qu'ils racontent ou pas? Ensuite, il faut les pinguer, il faut les reparler, il faut demander. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, on a justement le pouvoir de choisir. Donc moi, je dis, les femmes ont le pouvoir de choisir les entreprises qui ont fait déjà des premiers pas vers l'inclusion. Elles ont ce pouvoir-là. Donc elles peuvent choisir. Et donc je pense que ça, c'est le premier mouvement. Et ensuite, les autres, c'est la guerre des talents. 49 millions de jobs aujourd'hui, 190 millions, dont 78% de software engineers en 2025. Donc ça arrive, on n'a pas le choix. Enfin, on va devoir massivement bouger. Donc même les entreprises qui aujourd'hui sont très toxiques, parce que c'est la guerre des talents, ils le feront peut-être pas par la bonne intention, mais il faudra bien qu'ils y aillent. Donc c'est un marché de l'offre et plus un marché de la demande, c'est ça? Exactement, c'est la guerre des talents, et la guerre des talents tech, elle est clairement là, et ça va pas s'améliorer. Ok. Guy, tu peux répondre à cette question? Tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous savez, la pub de recrutement chez Open, c'est recrutez-nous. C'est même pas on vous recrute, c'est recrutez-nous, parce qu'on est tout à fait dans cette situation-là. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'on soit proactif. D'ailleurs, moi, j'ai un modèle que j'aime beaucoup, c'est Sophie Vigier. Ouais. Sophie Vigier, c'est la directrice de l'école 42. Elle venait d'ailleurs, mais quand elle est arrivée, c'était la catastrophe. À l'école 42, ces sujets, il y a eu des articles, etc. Il y avait 5%. Bon. Eh ben, elle a pris le taureau par les cornes, elle a donné des objectifs, elle est allée se démener pour aller chercher les femmes dans tous les quartiers, etc. Eh ben, ils sont à, je crois, 25 ou 30% déjà. Donc, à l'impossible, on peut y arriver, quoi. Il y a très peu de temps, oui. On peut y arriver. C'est une question de volonté, c'est une question... C'est vrai aussi d'environnement. Il faut quand même que toutes les écoles bougent. D'ailleurs, à ce propos, juste pour l'anecdote, moi, je fais partie du conseil d'orientation de l'EPITA IA Institute. Donc, c'est une nouvelle école pour faire de l'intelligence artificielle dépendant de l'EPITA. Ouais. L'EPITA, c'est très, très masculin, malheureusement. Ça fait des années qu'on essaye de changer, mais c'est très masculin. Eh bien, ce que nous avons décidé, et on avait la chance, d'ailleurs, j'ai employé le terme d'ADN, j'ai dit, puisque c'est une nouvelle école, faisons-la déjà en mixité. 55 ans. Voilà, donnons-nous cet objectif, puisque c'est une nouvelle école. On peut commencer à changer les choses. Plus facile que pour celles qui... Et avec des rôles modèles, puisque vous avez Laurence de Villers, un rôle modèle en intelligence artificielle, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut bien les mettre en œuvre. Et je me suis beaucoup battu pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes déjà au conseil d'orientation. Voilà. Allez, on prend une autre question. Alors moi j'ai une question de Laurent Lévy, c'est le président de freelance.com. Pour prendre en main ce problème, doit-on privilégier à compétence égale une femme plutôt qu'un homme, quitte à rentrer en discrimination positive dans le recrutement des talents? Axel. Alors, c'est compliqué ça. C'est compliqué, grosse boîte, petite boîte aussi. Une petite boîte, on ne peut pas définir. Enfin, moi, je ne sais pas comment faire pour définir des quotas. C'est pas comme si on embauchait 1000 personnes par an, etc. Moi, je vois un truc qui me semble plus pragmatique. C'est obligé que dans la shortlist finale, il y a un équilibre. Okay. Voilà. Et celui-là, il est accessible. Il est accessible. Il faut pas se tromper. Je dis pas que c'est bien, pas bien, mais au moment où on recrute, c'est tellement important. Je veux dire, on a des biais, on a plein de trucs. Donc oui, on veut de la mixité, on veut plein de choses, mais on peut pas à ce moment-là mettre la mixité comme étant le critère principal. Je parle de. En revanche, faire le pas de plus pour que systématiquement les shortlists soient mixés, et puis essayer d'avoir un COMEX et des fondateurs qui soient mixés de façon à éviter les biais. Ça, je pense que ça fait le travail. Moi, je dirais qu'en tout cas, s'il est à la fin
Il y a une femme, un homme, mais compétences égales, hein. Tout égal. Ouais. Bah, bien sûr, il faut prendre la femme. Aujourd'hui, c'est parce que c'est essentiel pour son équipe, pour la performance de la boîte. Donc, si on doit faire un choix à un moment donné sur est-ce que ça va me rapporter plus ou pas, si tout est égal, hein, il coche les valeurs, il coche les articles, il coche les soft skills. Voilà, c'était ça la question. Donc, tu es en train de dire que c'est pas égal. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si à compétence égale, tu vas choisir la femme parce qu'elle va apporter autre chose, donc elle a un plus. Pas du tout. Elle va apporter du plus dans le sens où elle va amener de la mixité. Oui, donc la mixité ramène en fait quoi ? Aujourd'hui, il y a une inégalité et un inéquilibre dans l'équipe. J'essaie de rééquilibrer mon équipe. Donc ça fait partie des paramètres. Non, c'est pas possible parce qu'à compétence égale, je prends le genre qui n'est pas dans l'équipe initiale. Oui, c'est ça. Ok, tu es bien compris. Voilà, d'accord. Okay. À compétence égale, on prend le genre qui n'est pas dans l'équipe. Là, moi, j'ai des équipes où il y a plus de femmes. Oui, bien sûr. Voilà. Tu viens équilibrer. Donc, par exemple, en RH, c'est compétence égale. On va essayer de privilégier, d'avoir au moins amené un homme à l'équipe pour amener. En fait, cet objectif, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes. J'ai dit à l'équipe. Objectif 50% d'hommes l'année prochaine. On lève des fonds. À l'embauche, 50%. C'est un vrai sujet de management. Voilà. Donc voilà. C'est un vrai sujet aussi de responsabilité de chaque dirigeant, aussi de promouvoir des femmes. Parce que c'est vrai que les femmes toujours ont la femme. Moi, en 20 ans de carrière de management, jamais une femme n'est venue me demander une augmentation. Alors que les hommes viennent tous les 3 mois demander des augmentations. Donc il y a aussi un sujet de promouvoir des femmes qui, elles, après, voilà, la mixité se mettra. Je dirais, il y a un sujet de comprendre que dans une boîte, c'est pas celui qui demande qui doit être servi. Même au-delà de ça. Mais pour revenir à la question, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il soit arrivé à compétence égale. Parce que un des arguments qui vient systématiquement, je le vis tout le temps, moi, parce que je défends les quotas, je défends les quotas, je vois, non, moi, je privilégie la compétence. Mais personne ne dit le contraire. C'est pas parce qu'on, dans notre conseil d'administration, on va choisir des femmes qu'on va choisir n'importe qui. Donc, l'idée, et je veux vraiment lutter contre c'est un stéréotype là. Moi, je privilégie la compétence. C'est juste de se fatiguer un peu pour aller chercher dans des endroits, des réseaux et autres, des femmes compétente. Un président de boîte n'est pas assez inconscient d'aller prendre une femme parce que c'est une femme. C'est ridicule. Par contre, je vous assure, quand vous cherchez, alors il n'y a aucun problème, vous trouvez. Mais il faut chercher. C'est 60% des diplômés. En fait, on a 10 points de compétences en plus en Europe et aux États-Unis. Donc le prochain qui sort cet argument, voilà, il faut lui sortir les datas. Point, c'est fini. 60%, donc en fait, les hommes sont plus incompétents que les femmes, manifestement, puisqu'ils sont moins diplômés. Donc voilà, en fait, je veux dire, il y a un moment donné, cet argument, on l'a entendu des années. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de femmes au conseil d'administration. C'est pour ça qu'on n'a pas de femmes au CODIR. Ça suffit. Et au final, qu'est-ce qui se passe dans le shortlist ? On entend, je l'ai pas pris en Chief Product Officer parce que elle n'avait pas les épaules assez larges. Ça veut dire quoi ? Non mais c'est du délire. Donc là, c'est plus les compétences finalement. Là, c'est une taille d'épaule. De toute façon, quand on a un truc, on n'a plus les épaules. Maintenant, on n'a pas les... La réalité, je vais essayer de me muscler. La réalité, c'est que les compétences, il y a une telle part au moment où tu recrutes quelqu'un de subjectivité tellement dingue que quand c'est utilisé comme argument, c'est. Ah non mais franchement, je suis très remonté là-dessus parce qu'on me le ressort systématiquement, comme si c'était pas possible de trouver une femme compétente quoi. On va la choisir parce que c'est une femme. C'est ridicule. Et les femmes, dans les boîtes, vous sentez comment il commence à y avoir des hommes qui disent les gars, vous enlevez ces biais, ça casse le truc. Il y en a aussi qui viennent pousser un petit peu dans l'entreprise. Il y a beaucoup de formations en bien inconscient et ça vient souvent des RH pour former le COMEX, etc. C'est rarement des fondateurs en tant que tels. Ce que je vois, moi, surtout, c'est que je vois beaucoup de femmes qui se sentent coupables d'avoir été promues parce qu'elles disent qu'elles ont été promues parce que femmes et les hommes ne cessent pas de leur rappeler que c'est évidemment pas pour leurs compétences. L'autre fois, j'intervenais chez Pernod Ricard. On est cité. Ils sont pour rien. C'est la cata, voilà. Donc bref. Non, ça reste entre eux. On est juste sur l'internet public. Non, c'est parce qu'ils sont très très justement proactifs en termes de diversité et d'inclusion, puisqu'ils ont essayé de mettre les ratios en place. Il y avait du retard, donc voilà. Et on me disait mais moi, quand je suis promue, je voudrais être promue pour mes compétences. Donc je veux pas être promue en tant que femme parce que mais comment ça se fait? Mais bien sûr que vous êtes promu pour vos compétences. Sinon, si vous étiez incompétente, je peux vous garantir que vous n'auriez pas le poste. Et de l'autre côté, je pense que aujourd'hui, c'est très très dur puisque c'est 5% des fonctions exécutives. Je parle de la tech là. Je reviens à un sujet tech. 5% des fonctions exécutives. Donc, il y a forcément des gens qui vont perdre des positions. Donc, c'est aussi la guerre. Dans le sens où, quelque part, il y a une perte, il y a un sentiment
depuis 3 ans où il y a eu les Lega Pro qui a accéléré. Je veux dire, j'étais dans d'autres grands groupes qui disaient mais on n'a plus d'hommes qui sont promus, on n'a plus d'hommes qui sont augmentés. Mais combien d'années on doit rattraper? Parfait. Alors moi, je cherchais une phrase, j'adore cette phrase de François Giroud, qui disait une femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Le jour où on élira un président. Tu peux nous la redire? Attends, Une vas-y. femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Ouais. Je crois qu'elle avait parlé de président. Les jours où on élira un président incompétent en France. C'est super, c'est vraiment juste. Oui. Il y a une phrase que j'ai entendue, elle n'est pas de moi, j'aurais bien aimé. C'est quelqu'un qui me racontait, il a un conseil d'administration qui nommait dans une équipe une femme à la tête. Et la femme disait non mais je suis pas capable. Et il a dit mais c'est bien pour ça qu'on te nomme. Ouais. C'est parce que si tu pensais que tu savais faire le job, tu ne serais pas la bonne personne pour faire le job. Et j'ai trouvé ça une inversion assez jolie du système. Moi, j'ai une autre anecdote là-dessus. De ne pas savoir est une force. Ah bah, si tu n'as pas conscience que tu ne sais pas tout, t'es mal barré. Moi, j'étais dans une table ronde autour de ces sujets, c'était aux assises de l'égalité, et il y avait le directeur d'une école d'ingénieurs. Je ne vais pas faire la même erreur que toi, je ne vais pas le citer. Non, bien que j'aurais pu. Hein. Et montage, cette personne qui était vraiment très proactive sur le sujet avait dit qu'elle avait essayé de mettre en place justement, une sorte de discrimination positive. Une sorte, c'était pas tout à fait ça. Eh bien, au conseil d'administration de son école, la seule personne qui s'est opposée, c'était la représentante des élèves. C'est une femme donc qui a dit « Moi, je suis contre ». On lui a dit « Mais enfin, pourquoi ?» etc. Elle dit « Tout simplement parce que ça va dévaloriser mon diplôme. » Donc, on est toujours dans ce problème-là. Et je pense que c'est un des problèmes essentiels de notre débat d'aujourd'hui, de notre sujet. Si on veut que ça se débloque, il faut changer cette mentalité. Oui, chez les femmes aussi. Chez la femme, compris, absolument. On a un peu, très légèrement abordé tout à l'heure un début de sujet. J'aimerais qu'on parle un peu tu as parlé de data, d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas une chance, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de biais dans les algos si on met pas des femmes dans le pipe sur ce sujet-là? Est-ce que vous pensez que c'est une chance, finalement, l'IA, si on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir plus de femmes pour mieux travailler les sujets d'algo? Oui, mais il faut aller vite, parce que c'est en ce moment... Il faut foncer. Là, il y a moins de 10% des femmes dans les postes de data scientist, et on a donné que des noms féminins à tous les petits objets. Alexa... Et même Siri. Voilà, on leur donne des noms féminins. Donc là, ça, c'est un biais, là aussi, déjà. Il y a beaucoup de biais, donc il faut aller... Mais c'est clair qu'on va faire des systèmes qui vont être conçus par des hommes, donc avec beaucoup de biais. Oui, c'est une chance pour les femmes, mais il faut changer assez vite, parce que c'est maintenant quand même que ça se construit. Et les personnes de couleur, on n'en parle pas. Ils ne sont pas reconnus par la reconnaissance faciale. Ils sont associés à Gorille dans votre téléphone sur Google. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à la fois de sexisme, d'association automatique. Siri, au début, ne détectait pas quand on a appelé à l'aide quand on a été violé. Ça n'avait pas été mis dans le thésaurus des phrases. Donc on dit j'ai un problème, appelle-moi à la police, j'ai été violé. Je ne connais pas ce problème. Voilà. Donc ça montre des trucs quand même très... Et ça montre qu'il n'y avait pas de femmes qui ont programmé. Qui n'ont pas du tout de femmes, même au-delà de programmer, qui ont participé à la réflexion de l'algo. C'est ce que dit aussi Laurent de Villers, c'est qu'on peut faire intervenir les sciences sociales, c'est pas un algo, c'est pas que la personne qui le... C'est comment. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui codent de manière le moins biaisée possible, c'est les personnes autistes. Parce qu'ils remettent en cause les datas de telle manière qu'ils ont des jeux de data qui sont très débiaisés. Ce qui fait qu'il y a même des cabinets de recrutement aujourd'hui avec des personnes, donc des développeurs autistes ou développeuses, qui donc c'est quand même délirant. Qu'on en soit à ce point-là. Donc cette question des biais inconscients, je recommanderais à tout le monde de faire les tests implicites d'Harvard. C'est gratuit en ligne. Est-ce que vous associez femmes et sciences ou est-ce que vous associez plus hommes et sciences? Et c'est pareil pour vous pouvez le faire surtout les personnes de couleur, voilà. Et donc ça vous montre si vous êtes biaisé. Mais c'est bien inconscient. Ça vous montre que vous êtes biaisé. Ouais, à réaliser. Moi, j'associe plus femmes et sciences.
science. Voilà, évidemment. Attention, ils commencent tout petits. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre avec 2 tout petits enfants et on a changé la petite fille, on l'a habillée en petit garçon et le petit garçon l'a habillé en petite fille. Et donc il y a des parents avec des jouets et on donne le mécano à la petite garçon et là on le donne à une petite fille, ça a été déguisé en petit garçon et elle va jouer avec. Et on donne la poupée à la fille. Donc ça commence ça tout démarre petit. tout petit. Tiens, alors je voudrais qu'on prenne la question de Hélène. Elle est avec nous, elle est sur LinkedIn. Bonjour à tous. Les études montrent que les inégalités entre hommes et femmes se creusent dès la naissance du premier enfant. Au-delà du recrutement, comment éliminer cet écart et favoriser la carrière des femmes? Ouais. 2 filles, je ne sais pas répondre à cette question. Je les incite dépasse cette question. Je les incite à aller vers le numérique. Elles m'ont dit, je n'irai pas, tu nous embêtes avec tes trucs, on n'a pas envie, je veux utiliser mon téléphone, mais je n'ai pas envie de développer l'application. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Donc du coup, c'est la cata, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai demandé à Laurence d'intervenir. Je lui ai dit, est-ce que tu peux appeler ma fille pour lui dire qu'il faut qu'elle aille développer des algos, s'il te plaît? Non, on exagère, parce que c'est trop... tout le monde ne va pas coder, donc c'est pas la peine. Mais c'est vrai que c'est un truc où, objectivement, moi, j'ai vu, et à l'entrée en primaire, il y avait au début des petits garçons aux anniversaires, ça, tout à coup, ça a disparu, les hommes disparaissent, c'est pareil pour les petits garçons, les filles disparaissent, et puis on grandit comme ça, là, jusqu'au lycée, là, où du coup, la sauce se remélange, mais amoureusement, peut-être, mais c'est très bizarre, Le foot, même l'année dernière, était un débat politique dans l'école, c'est-à-dire que les garçons avaient occupé l'espace public de manière, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait jouer dans la cour, donc c'est devenu un enjeu de débat. Les filles ont protesté. C'est un des épisodes de Chouette pas chouette. Ah ouais. Et donc, du coup, elles ont protesté, elles ont dit ras-le-bol des garçons, vous occupez tout l'espace public, on veut jouer, etc. Donc ça fait tout un débat au niveau du directeur. Enfin, c'est très stéréotypé. Moi, je dis, qu'est-ce qui t'empêche de monter une équipe de club de foot? Elle n'a pas trouvé assez de filles. Ça passe par l'école, parce que c'est quand même là où on passe le plus de temps. Bah, si on regarde le nombre d'années, d'heures que... Et après, on peut rattraper au niveau de l'entreprise aussi, on passe un peu de temps, mais c'est un peu tard. Dans l'école que se construisent les Bien sûr. En tout cas, on a la chance d'avoir un ministre de l'Éducation nationale très concerné par ces sujets. Blanquer est très concerné. C'est d'ailleurs un des cofondateurs de Jamais sans elle aussi. L'Éducation nationale a signé une charte Jamais sans elle, donc avec la nécessité, par exemple, de changer les livres scolaires. Vous savez, papa est au travail, maman est à la cuisine. Donc déjà, ça va changer, ce qui est pas mal. Et puis moi, quelque chose que je crois beaucoup, l'introduction du coding à l'école depuis finalement l'école primaire, c'est excellent, à condition que l'on forme correctement les enseignants pour ne pas en faire une matière rébarbative et au contraire que ce soit tout ce que nous avons dit depuis le début. Moi, vous devez sans doute avoir un point de vue très acéré sur le sujet, sans doute fois, mais moi, je me questionne quand je vois... moi, j'ai des enfants qui ont grandi, j'ai encore un petit, mais tout le collège, les reines de l'école, en termes de notes, c'est les femmes. Jusqu'au diplôme. Et où se passe le basculement? Parce que c'est pas exactement le débat des stéréotypes plus jeunes. On est dedans, là. Mais comme tu disais, 10 points d'avance en termes de formation chez les femmes. Où se fait le décrochage? J'ai pas la réponse, mais ce truc-là dans le choix des carrières, dans l'orientation, dans le choix des carrières, les filles sont meilleures à l'école juste en terminale et après elles se privent d'aller dans des prépas scientifiques, elles se privent d'aller dans des carrières scientifiques. Il y a très peu il y a beaucoup moins de professeurs de maths femmes que hommes. En techno, n'en parlons pas. Etc. C'est quoi c'est une histoire personnelle, c'est un manque de confiance, c'est un manque de confiance en soi, c'est quoi? Je raconte une histoire parce que je pense que ça illustre tout. J'étais au collège, mais on demande, je sais plus, c'était fin primaire. On demande toujours qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, là. C'est la phrase. Comme si on le savait. Personne ne sait. Moi, je sais pas, je m'imaginais dans des buildings à New York avec un costard, je disais femme d'affaires. C'est toi. Businesswoman. Je mettais toujours businesswoman. Ou femme d'affaires en français, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas en anglais. Et donc, je mets femme d'affaires. Et un jour, il y a un garçon qui lit ça. Il me fout la honte, mais je me rappelle, j'étais dans le gymnase. Il me dit, tu sais, être femme d'affaires, en fait, tu vas être femme de ménage surtout. Et j'ai plus jamais mis femme d'affaires. J'ai mis journaliste et avocat.
et je suis devenue journaliste. Et j'ai fait du droit. Alors que j'étais une première scientifique, option physique-chimie. Hein, donc, je veux dire, je ne peux pas dire... voilà. Et c'est quand même dramatique. Moi, j'étais parrain d'une promotion de l'EPITA. Donc, c'est en 2015. En 2015, donc, une promotion de l'EPITA. Alors, quand vous êtes parrain, vous arrivez dans l'amphi, il y avait exactement 280 étudiants, et je vois 14 filles, bon, les 5% traditionnels, et je fais la remarque en disant, mais vraiment, qu'est-ce que c'est dommage. Bon, bref, je fais mon petit speech sur la présence des filles. Et à la fin, il y a une jeune fille qui vient me voir et me dit, vous savez, vous avez tout à fait raison, hein, moi j'ai toujours rêvé de faire de l'informatique. Donc, quand je suis arrivé en terminale, je marchais très bien à l'école, je suis allé voir mon conseiller d'orientation. Et je lui ai dit, voilà, monsieur, moi, mon rêve, c'est de faire de l'informatique. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme école ? Et le conseiller d'orientation lui a répondu, ah, mais c'est une excellente idée, il faut faire un BTS de secrétariat. C'est l'histoire de Dipti Chanders. Exactement. D'accord, ouais, Dipti, qu'on connaît bien. C'est dans les écoles. Là, quand même, avec la nouvelle réforme du bac, ça va être, je pense, c'est presque encore pire. Les filles ne choisissent pas les options numériques. Elles s'excluent finalement très vite de ces futures carrières dans les sciences. S'enlève du game, alors, c'est ça? Moi, je pense qu'on pourrait faire et numérique et qu'on arrête de faire du ou du exclusif. Oui. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est un asset que tout le monde doit avoir. Donc, en fait, ça devrait être un tronc commun. Pour même les recaler, on devrait les mettre d'obligatoire. Il y a une expérience qui s'est passée en Pologne, dans une ville où il y avait un taux de chômage colossal. Et je ne me rappelle plus le nom de la ville. Mais en gros, il y avait vraiment beaucoup de chômage. Ils ont dit, OK, l'université s'y est mise et ils ont formé tous les gens. Il y a maintenant 0% de chômage dans cette ville. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on ne prendrait pas tous les gens qui n'ont pas d'issue? Non, mais aujourd'hui, qui sont dans des voies de garage, on les forme avec un job garanti. C'est ce que font dans toutes, il y a même des choses positives. L'école de la deuxième chance. Bien sûr, l'école de la deuxième chance, bien sûr. Et le compte personnel de formation permet quand même à beaucoup de gens de se reformer, de se reconvertir. Non, mais il y a beaucoup de choses positives. Ce que je veux juste dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont colossales. On l'a bien vu, la pénurie. Donc, il faut y aller par tous les moyens. Mais je pense qu'à l'école, moi, par exemple, il m'a restreint. J'aurais pu faire et sciences, et économie, et littérature. Le nouveau bac pourrait aller dans ce sens-là quand même. Hein. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ton et. Moi, j'aime beaucoup ton et je propose que ça soit peut-être le mot de la fin, puisque ce meet-up touche malheureusement à sa fin. Je pense qu'on a de grandes discussions à continuer. Immense merci à tous les quatre pour avoir été présents, participé à notre deuxième rencontre, à ce deuxième meet-up des Changemakers organisé par freelance.com. C'était un vrai bonheur d'échanger avec vous tous. Vous pourrez retrouver nos échanges en podcast dans quelques jours. Ça, c'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, ça fera plaisir à notre ami Axel, et bien d'autres plateformes de balado-diffusion, comme disent nos amis qui habitent de l'autre côté de la Grande Mare, voilà, que vous connaissez bien. On se retrouve très vite et le mois prochain pour un prochain meet-up des Changemakers. D'ici là, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien parce qu'il y a beaucoup de boulot pour une parité et amener plus de femmes à travailler dans la tech. Merci à vous tous. Salut, ciao, ciao. Merci. Au revoir.